L'écho des planches. Mise en commun des curiosités de chacun. Un podcast proposé par les élèves comédiens des cours Florent. Aujourd'hui, pour vous accompagner, Clément Leroux. Merci Johan, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première de l'écho des planches. Je voudrais en profiter pour remercier les personnes qui ont participé à la création de ce podcast. Émilie Kang, Johan Pouls et Chloé Bourris. Un montage réalisé par Salomé Durand sur une musique d'Agostino Ridone. Nous allons ici vous présenter des lectures et interprétations d'œuvres classiques du théâtre et de la littérature, des créations originales des étudiants de notre école, et nous finirons avec notre petit point culture. Pour participer au prochain podcast, n'hésitez pas à nous envoyer avant mercredi prochain vos lectures, vos exposés et vos créations sur notre boîte mail l'échodesplanches@gmail.com. Nous serons très heureux de les partager. Pour commencer, non sans élégance, un extrait de Ruy Blas de Victor Hugo, publié en 1839 et interprété par la délicieuse voix de Shadia Karbal. Vrai, Casilda, c'est étrange. Ce marquis est pour moi comme le mauvais ange. L'autre jour, il devait partir le lendemain. Et, comme à l'ordinaire, il vint au baisement. Tous les grands s'avançaient vers le trône à la file. Je leur livrais ma main. J'étais triste et tranquille, regardant vaguement dans le salon obscur une bataille au fond peinte sur un grand mur. Quand tout à coup, mon œil se baissant vers la table, je vis venir à moi cet homme redoutable. Sitôt que je le vis, je ne vis plus que lui. Il venait à pas lents, jouant avec l'étui d'un poignard dont parfois j'entrevoyais la lame. Grave et m'éblouissant dans son regard de flamme. Soudain il se courba, souple et comme rampant. Je sentis sur ma main sa bouche de serpent. Sa lèvre n'était pas comme celle des autres. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Depuis, j'y pense très souvent. J'ai bien d'autres ennuis, c'est égal, je me dis. L'enfer est dans cette âme. Devant cet homme-là, je ne suis qu'une femme. Dans mes rêves, la nuit, je rencontre en chemin cet effrayant démon qui me baise la main. Je vois luire son œil d'où rayonne la haine. Et comme un noir poison qui va de veine en veine, souvent jusqu'à mon cœur qui semble se glacer, je sens en longs frissons courir son froid baiser. Que dis-tu de cela ? Merci pour ces chants d'oiseaux. Tout de suite, un conte, celui des 3 souhaits de Charles Perrault, extrait du 3e tome de ses contes éponymes. Une douce lecture de Hanafi Diaby. Il était une fois un brave bûcheron qui avait épousé une femme jolie et pleine d'esprit. Malheureusement, tous deux étaient pauvres, et ils regardaient avec envie la richesse de leurs voisins. « Ah, si seulement j'avais la moitié de leurs biens, soupirait la femme, comme je saurais être heureuse. Et moi donc, ajoutait son mari, je voudrais qu'un bon génie m'accorde tout ce que je désire, comme cela se faisait au temps des fées. Je ne serais pas en peine de choisir. Ce jour-là, le bûcheron partit dans la forêt comme à l'accoutumée. Il choisit un hêtre de belle taille, leva sa cognée et en porta un coup à la base du tronc. Au même instant, un éclair zébra le ciel et dans un fracas de tonnerre, un être étrange, environné de nuages, apparut au milieu des branches de l'arbre. Effrayé,
Le bûcheron tomba à genoux. Relève-toi, lui dit l'inconnu. Je ne te veux aucun mal. Je suis Jupiter, le dieu de la foudre. J'ai entendu tes plaintes et je suis venu t'accorder 3 souhaits. Mais prends-y garde. Une fois que tu auras souhaité 3 choses, je ne t'accorderai plus rien. Sur ces mots, Jupiter disparut. Le bûcheron rentra chez lui en courant et conta le tout à sa femme. Réfléchissons bien, lui dit celle-ci. Pour moi, il y a tant de choses que je souhaiterais qu'il me faudrait bien une 12aine de souhaits pour me satisfaire, et je ne sais par lequel commencer. Je vais souhaiter la richesse, dit le bûcheron. Nous aurons ainsi tout ce que nous voudrons. Garde-t'en bien, répondit sa femme. Que nous servirait la richesse si nous devions être malades ou mourir bientôt? Il vaudrait mieux demander la santé et une longue vie. Une longue vie de misère serait plus triste encore. Nous ne pourrions qu'être malheureux plus longtemps, lui répondit le bûcheron. Tout en discutant de la sorte, le bûcheron avait allumé le feu. Sa femme avait mis un peu de graisse à fondre dans la poêle pour y tremper du pain. Le bûcheron, qui sentait la faim le tenailler, s'écria étourdiment. « Ah, je voudrais un chapelet de saucisses pour notre souper. Ce serait meilleur que du pain. » À peine avait-il fini de parler qu'une ribambelle de saucisses tomba de la cheminée. « Insensé !» lui cria sa femme. « Un chapelet de saucisses! Belle manière d'utiliser un de tes souhaits. Quand nous les aurons mangés, nous serons bien avancés. Hélas! Hélas !» Et la bûcheronne commença à se lamenter si fort que son mari, tout d'abord contrit, sentit la colère le gagner et frappa à la table du poing en criant. « En voilà assez! Je voudrais qu'une de ces saucisses te vienne pendre au nez. Tu aurais alors une raison de te plaindre. » Une fois de plus, le bûcheron avait parlé sans réfléchir. La dernière saucisse de la file se détacha des autres et se planta sur le nez de la malheureuse qui ne put l'arracher. « Que vais-je devenir ?» sanglota-t-elle. « Par ta méchanceté me voici maintenant défigurée. »« Ma pauvre femme, dit le bûcheron, je te jure que je ne te voulais point de mal. J'ai seulement parlé sous l'effet de la colère. Mais il me reste encore un souhait. Je vais demander la richesse et je t'offrirai un étui en or pour cacher cette maudite saucisse. »« N'en fais rien, répondit vivement la bûcheronne. Je ne pourrai pas vivre avec cet affreux ornement sur le visage. Je préfère mourir tout de suite. Et elle courut à la fenêtre pour s'y précipiter. Arrête! Cria le bûcheron qui aimait bien sa femme et se repentait de son étourderie. Arrête! Je souhaite que cette saucisse tombe à terre. Aussitôt, la saucisse tomba à terre. Ma foi, dit la bûcheronne, nous nous retrouvons pauvres comme auparavant. Mais au moins nous ne sommes pas plus malheureux. La richesse ne nous aurait peut-être pas apporté le bonheur. Le bon génie a sans doute voulu nous donner une leçon. Crois-moi, mon ami, nous souhaitons plus rien et mangeons ces bonnes saucisses qui nous sont venues du ciel. Le bûcheron embrassa sa femme, et tous deux soupèrent en bavardant gaiement, sans plus songer à ce qu'ils avaient eu dessein de souhaiter. Traversons la Manche, les yeux fermés, en ces temps de confinement, à la découverte d'Oscar Wilde. Céline Moreau nous offre cette lecture, un extrait du portrait de Dorian Gray, publié en 1890. Lord Henry gagna le jardin et découvrit Dorian Gray, le visage enfoui dans les grandes grappes fraîches de lilas, absorbant fiévreusement leur parfum comme si c'eût été du vin. Il s'approcha de lui et lui mit la main sur l'épaule. « Vous avez tout à fait raison de faire cela, » murmura-t-il. « Seuls les sens peuvent guérir l'âme, et de même seule l'âme peut guérir les sens. » Le jeune homme sursauta et se recula. Il était nu-tête, et les feuilles avaient ébouriffé ses boucles rebelles et emmêlé tout leur fil d'or. Il y avait dans ses yeux un regard d'effroi, comme celui qu'on a lors d'un réveil. « Oui, poursuivit Lord Henry, voilà l'un des grands secrets de la vie. Guérir l'âme par les sens et les sens par l'âme. Vous êtes une création admirable. Vous savez bien plus de choses que vous ne le croyez, et de même vous en savez moins que vous ne le souhaitez. » Dorian Gray se rembrunit et détourna la tête. Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver de l'attirance pour cet homme jeune, grand, gracieux qui se tenait à ses côtés. Son visage romantique au teint hâlé, son expression blasée l'intéressait.
Il y avait dans sa voix grave et lente quelque chose d'absolument fascinant, jusqu'à ses mains fraîches, blanches, semblables à des fleurs qui avaient un charme étrange. Quand il parlait, elles bougeaient comme une musique et semblaient avoir un langage à elles. Mais il avait peur de lui, et honte de cette peur. « Allons nous asseoir à l'ombre, dit Lord Henry. Parker a apporté les boissons, et si vous restez plus longtemps dans cette lumière éblouissante, vous allez être tout abîmé, et Basil ne fera plus jamais votre portrait. Il ne faut surtout pas laisser votre teint se haler, ce serait peu saillant. »« Quelle importance !» s'exclama Dorian Gray en riant, cependant qu'il s'asseyait sur le siège installé à l'extrémité du jardin. « Ce devrait être pour vous de la plus haute importance, monsieur Gray. Pourquoi donc ? Parce que vous possédez la jeunesse la plus merveilleuse qui soit, et que la jeunesse est la seule chose qui mérite qu'on la possède. Ce n'est pas ce que j'éprouve, Lord Henry. Non, vous ne l'éprouvez pas pour l'instant. Un jour, quand vous serez vieux, flétri et laid, quand les pensées auront marqué votre front de leurs rides, et que la passion aura marqué vos lèvres de ses feux hideux, vous l'éprouverez. Vous l'éprouverez atrocement. Pour le moment où que vous alliez, vous charmez le monde entier. En sera-t-il toujours ainsi ? Vous avez un visage d'une admirable beauté, monsieur Gray. Ne froncez pas les sourcils, c'est la vérité. Et la beauté est une forme de génie, supérieure en fait au génie, car elle ne requiert aucune explication. Elle est l'une des grandes réalités de notre monde, comme l'éclat du soleil, le printemps, ou la réflexion dans les eaux sombres de cette conque d'argent que nous appelons la lune. Impossible de la mettre en doute. Elle est de droit divin souveraine. Elle change en prince ceux qui la possèdent. Vous souriez ? Quand vous l'aurez perdue, vous ne sourirez plus. On dit parfois que la beauté n'est que superficielle. Cela se peut, mais du moins n'est-elle pas aussi superficielle que la pensée. Pour moi, la beauté est la merveille des merveilles. Seuls les esprits superficiels refusent de juger sur les apparences. Le véritable mystère du monde, c'est le visible et non pas l'invisible. Oui, monsieur Gray, les dieux vous ont été propices. Mais ce que donnent les dieux, ils ont tôt fait de le reprendre. Vous ne disposez que de quelques années pour vivre réellement, parfaitement et pleinement. Quand votre jeunesse s'en ira, votre beauté s'en ira avec elle, et vous découvrirez alors qu'il n'y a plus de triomphe en réserve pour vous, et vous devrez vous contenter de ces triomphes médiocres que le souvenir de votre passé rendra plus amer à votre cœur que des défaites. Réalisez votre jeunesse pendant que vous la détenez. Ne dilapidez pas l'or de vos jours à écouter les raseurs, à essayer d'améliorer les ratés indécrottables ou à abandonner votre vie aux gens ignorants, communs ou vulgaires. Ce sont là les objectifs malsains, les faux idéaux de notre époque. Vivez, vivez la vie merveilleuse qui est en vous. Ne laissez rien perdre. Recherchez inlassablement de nouvelles sensations. N'ayez peur de rien. Un nouvel hédonisme. Voilà ce qu'il faut à notre siècle. Vous pourriez en être le symbole visible. Avec la personnalité qui est la vôtre, il n'est rien que vous ne puissiez faire. Le monde vous appartient le temps d'une saison. Dès l'instant où j'ai fait votre connaissance, j'ai vu que vous étiez totalement inconscient de ce que vous êtes réellement, de ce que vous pourriez réellement être. Il y avait en vous tant de choses qui me charmaient que j'ai senti qu'il me fallait vous parler un peu de vous. Je me suis dit qu'il serait tragique que vous fussiez gâché, car il est si bref le temps que durera votre jeunesse, si bref en vérité. Les simples fleurs des collines se fanent, mais elles refleurissent. Le cytise sera aussi jaune en juin prochain qu'il est à présent. Dans un mois, l'on verra des étoiles pourpres sur la clématite, et année après année, la verte nuit de ses feuilles abritera ces étoiles pourpres. Mais nous ne récupérons jamais notre jeunesse. La pulsation de joie qui bat en nous quand nous avons 20 ans s'engourdit, nos membres nous font défaut, nos sens se décomposent. Nous dégénérons et devenons des pantins hideux, hantés par les souvenirs d'une passion qui nous ont trop effrayés et des tentations exquises auxquelles nous n'avons pas eu le courage de céder. Parfois les étudiants écrivent « Si seulement c'était un simple amour ». Voilà le titre de cette bouleversante histoire que nous partage non sans sensibilité Salomé Durand. On s'est croisés la première fois. Toi dans ton jardin et moi à ma fenêtre. On avait quoi ?
8 piges. On jouait souvent ensemble, tu t'en souviens? Ce qui était drôle, c'est qu'on se voyait jamais en dehors de nos maisons. Dans nos royaumes, comme on disait. Comment c'était drôle. J'arrive à me rappeler de tout. Et de ta maison aussi. J'étais toujours curieuse de savoir ce qui se passait à l'intérieur. Mais on s'était promis de ne jamais venir chez l'un ou l'autre. J'ai jamais su pourquoi. Peut-être pour sacraliser notre relation. À l'école aussi, on avait peur du jugement des autres. On a grandi, les années passèrent, et on était secrètement amoureux l'un de l'autre. On était cons. On n'arrivait pas à se l'avouer. Là encore, on voulait pas rompre le lien qu'on avait créé depuis des années. Je me rappelle cette gêne qu'il y avait dans nos voix. On tremblait tellement que c'était devenu un jeu. Quand je partais en vacances à Albi, pendant l'été, ça me brisait le cœur de ne plus te voir, plus te parler. Et j'écrivais des tas de choses sur toi dans mon carnet rouge. Et des cœurs, oui. J'en ai dessiné plein, et j'embrassais mon carnet avec le gloss de ma mère. Tu te rappelles? Le rose pailleté qui nous faisait rire quand elle embrassait tes parents. Ils en avaient partout. Ah, j'en ai écrit de ces mots. Quand l'un ou l'autre manquait le rendez-vous, on était morts de trouille. Nos mères ne voulaient pas qu'on sorte quand le rhume nous avait attaqués. Mais on sortait toujours le bout du nez par la fenêtre pour se voir. On avait besoin de se voir tous les jours. C'était notre drogue, pour toi et moi. Et c'était aussi notre manière de se dire « je t'aime ». Et puis un jour, on a franchi notre limite. C'était notre première erreur. On avait trouvé un trou dans le buisson qui séparait nos deux maisons, au fond du jardin. On y avait mis 2 planches en bois pour former notre portail. On l'avait appelé le Magic's Portail. Déjà parce qu'on avait 15 ans et qu'on voulait se donner un style. Et aussi parce que, entre ces 2 planches en bois, on arrivait à se voir. Pas à 2 mètres, mais à 20 centimètres. On avait réussi à trouver un endroit pour se trouver confinés à 2. Et à cet instant présent, on oubliait tout ce qu'il y avait à l'extérieur. On n'avait plus de gêne. Quoi qu'il pouvait se passer à l'intérieur, on allait le faire sans que personne ne le sache. Tu t'es rapproché de moi, et mes lèvres avaient réceptionné ton visage. Comme il était doux ce baiser. Inattendu, mais aussi on l'enviait. J'avais longtemps rêvé de trouver mon prince charmant pour me donner mon premier baiser. Un baiser caché comme Peter Pan. Et ce qui était chouette, c'est que ce n'était pas le dernier. On avait recréé notre rituel entre ces 2 portails. Et le temps a bien fait les choses. Et notre virginité s'était envolée dans ce même endroit. On avait réussi à s'aimer comme des amants interdits. Mais tôt ou tard, l'histoire touche à sa fin. À la veille de mes 18 ans, on s'était donné un dernier rendez-vous avant de se montrer au monde. Même heure, et on n'était jamais en retard. Mais ce soir-là, tu n'es jamais venu. J'ai espéré te revoir. J'ai attendu 2 heures. Et quand j'ai entendu les cris de souffrance de ta mère, c'était déjà fini. Avant l'enterrement, j'avais envie de voir ta chambre, ton jardin secret. J'ai trouvé des photos de nous, tes poèmes que tu m'avais écrits. J'ai demandé à ta mère si je pouvais récupérer ton collier. Je pourrais jamais l'enlever. On voulait montrer au grand jour notre histoire d'amour. Maintenant, tes proches sont au courant. Je t'aime, mon amour. Et je sais qu'un jour, on se retrouvera au-delà d'un autre portail. Merci à Salomé pour ce partage qui m'a personnellement bouleversé. Les élèves chantent aussi. Le grain de ma voix, composé et interprété par Pauline Maynas.
de ta peau qui défile sous mes doigts, de tes grains de beauté à mon grain de folie. Et petit à petit, l'édifice se construit, fier comme un enfant qui protège son palais, en se faisant géant face aux vagues déchaînées. Je regarde cet amour que l'on sait fabriquer à l'encre des bons jours encore ébouriffés, et du grain qui déraille dans le grain de ma voix, et le grain de ta peau qui défile sous mes doigts, de tes grains de beauté à mon grain de folie. Et petit à petit, l'édifice se construit. Je veille comme un soldat, je suis l'âme à la main. Je hais tous mes faux pas, je pardonne les tiens. Je me bats sans relâche, écartant les menaces, les marées de jalousie, l'ouragan de tes cris, et ce grain qui déraille dans le grain de ma voix, quand le grain de ta peau se défile sous mes doigts, tes grains de beauté se cachent de mon grain de folie, et se met à trembler, l'édifice se construit. Mais je vois l'eau qui monte et toi qui recules, comme si tu avais honte de mon combat ridicule. J'étais si occupée par les attaques extérieures que je t'ai pas vu sauter à pieds joints sur mon cœur. Et ce grain qui déraille dans le grain de ma voix, et le grain de ta peau qui échappe à mes doigts, tes grains de beauté obsédant mon grain de folie. Je reste là à pleurer, l'édifice se détruit. Je reste là à pleurer, l'édifice se détruit. Qu'est-ce qui ne s'achète pas, mais procure les mêmes effets qu'un saut en parachute? Proposition de réponse dans une nouvelle écrite et interprétée par Chloé Bourris. Sensation forte. En fait, notre relation, c'est comme un saut en parachute. Oui, un saut en parachute, c'est ça. On s'est rencontrés à cette fameuse soirée chez Théo. Tu te souviens? On s'est tout de suite plu. Ces jeux de regard ne pouvaient pas tromper. En partant de l'appartement, tu as dit cette phrase dans le creux de mon oreille. J'ai pas envie que la soirée se termine maintenant. Tu m'as prise par la main et tu m'as traînée dans les rues de Paris jusqu'au petit matin. On parlait de nous, de la vie. Qu'est-ce qu'on a ri.
Le jour se levait, le ciel était rose. Je crois d'ailleurs que le ciel n'a jamais été aussi beau que ce matin-là. C'est à ce moment-là qu'on a sauté de l'avion. Oui, sur cette phrase-là. J'ai pas envie que la soirée se termine maintenant. J'avais peur, le vertige. Je n'avais pas l'habitude des sensations fortes, mais tu m'as convaincue et tu as pris ma main pour sauter avec toi. Et à partir de là, ma vie a été une ribambelle de sensations fortes. C'était géant, sensationnel, abracadabrant, éblouissant, fantasmatique. Les gens dépensent de l'argent pour s'offrir des sauts en parachute, pour ressentir de telles sensations. Moi, je n'en ai pas besoin. Je tais-toi. Chaque moment avec toi, je ressens une poussée d'adrénaline incomparable. J'ai l'impression de voler comme un oiseau. Le ciel m'appartient. Je suis libre. On est libre. On est bien. En chute libre. Rien ne peut nous arrêter. Oui, avec toi, tout est sensation forte. Nos je t'aime sous les nuits étoilées, sensation forte. Nos nuits de camping sauvage dans le nord de la Norvège, sensation forte. Nos pique-niques au jardin du Louvre, sensation forte. Nos nuits d'amour, sensation forte. Nos disputes grotesques, sensation forte. Nos journées ensemble à ne juste rien faire, sensation forte. Nos blagues ridicules qui ne font rire aux éclats que nous, sensation forte. Et je pourrais continuer encore longtemps. Mais là, pour la première fois dans ce long saut en parachute, tu es en train de me lâcher la main. Je le sens bien. Ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Tu veux voler de tes propres ailes, tout seul ou avec un autre oiseau, peu importe. Mais le problème, c'est que tu ne m'as pas appris à ouvrir le parachute. Non, tu ne m'as pas expliqué comment on déplie ce putain de parachute. Pourtant, tu le sais bien, je suis un peu bête. J'y arriverai pas toute seule. Ou alors, avec la chance que j'ai, il va forcément se coincer. Mais le fait est que, si tu me lâches la main, maintenant, la chute risque de faire mal. Très mal. Alors s'il te plaît, ne me lâche pas la main. Pas maintenant. Ouvrons ce parachute ensemble. Fais-moi atterrir en douceur et... pars. Voyageons encore plus loin. Le parachute de mon enfance. Une création et interprétation d'Emily Kang. Quand j'étais petite, ma mère, en travaillant dans le jardin, m'avait appris une petite ritournelle chinoise qu'on lui avait chantée dans son enfance. La comptine dit: Je suis une petite graine de pissenlit. Personne ne connaît ma joie et ma tristesse. Mon père et ma mère m'ont donné un petit parachute pour que je puisse m'envoler dans le ciel. Peut-être que les parents apprennent aux enfants à marcher sur le chemin de la vie, comme les parachutistes professionnels nous apprennent le saut en parachute. La vie ne serait alors qu'une longue chute libre, quittant les nuages ensoleillés de l'enfance pour un atterrissage plus ou moins en douceur sur la terre ferme, dure réalité du monde des adultes. Peut-être que les moniteurs qui voient leurs élèves sauter pour la première fois tout seuls sont comme des parents qui vérifient que le cartable est bien sur les épaules
que le manteau est bien boutonné comme il faut, qu'il n'a pas oublié le goûter dans le sac, lorsque leur enfant va pour la première fois tout seul à l'école. Quelle angoisse, quelle excitation ce doit être, de voir la porte s'ouvrir, de sentir l'air frais du dehors remplir nos narines. S'avancer, s'arrêter sur le pas de la porte et se retourner vers des yeux bienveillants mais inquiets. Esquisser un dernier sourire, respirer un grand coup avant de faire le grand saut. Courage. Une fois à l'extérieur, on doit alors se sentir très seul pendant les premières secondes, perdre ses repères. Le temps calme se changeant en des bourrasques qui décoiffent nos cheveux. Le rythme cardiaque s'accélère. On a peur, on a le vertige. On ferme un peu les yeux. Juste quelques secondes. On peut encore changer d'avis. Ils ne sont pas très loin. Un signe de la main et on pourra être accompagné une dernière fois. Courage. Faire abstraction du vent qui crie dans nos oreilles. Respirer enfin. Parce qu'on était en apnée, on ne s'en était même pas rendu compte. Ouvrir les yeux. Être ébloui par la lumière du soleil. Voir du coin de l'œil tous ses copains dans la rue, avec leurs cartables. Certains accompagnés de leurs parents encore. Ça nous rassure un peu. Courage. Un pas après l'autre. Lentement, comme on nous a appris. Ouvrir le portail, rester concentré, avancer sur le couloir, sur le trottoir, s'arrêter au bonhomme rouge, tourner au coin de la rue et le silence. Le vent s'est arrêté. Le temps s'est arrêté. On s'aperçoit de toute la beauté de ce monde merveilleux qui se déploie sous nos yeux, qui nous remplit tout entier. C'est comme si on le voyait pour la première fois. Pourtant, on l'a emprunté beaucoup déjà avec les parents. On en rêve même la nuit et on se réveille en sueur parce qu'on se perd et qu'on ne retrouve plus le chemin. Et marcher tout seul, à côté de ses copains, sans que personne nous tienne par la main, c'est la première fois. Alors on sourit vraiment. Et dans le silence, la brise amène une chanson à nos oreilles. 我是一颗蒲公英的种子，谁也不知道我的快乐和悲伤。爸爸妈妈给我一把小伞，让我在天空中飞翔，飞翔。C'est décidé. Après le confinement, je m'offre un saut en parachute. Comment, ou plutôt où, trouver l'inspiration? Une question que s'est posée Thomas Oseret dans ce texte qu'il nous interprète, Inspiration. Pouvant être aussi bien un ciel gris qu'un ciel bleu, le ciel avait deux états, sombre ou lumineux, de vent ou de pluie, de soleil ou de nuage, un ciel qui change de couleur ou de visage, vêtu de sombre, qui inspire le désespoir, ou d'habits de lumière, ramenant de l'espoir, étant de bleu, qui me remplit de poésie, ou de gris, qui m'emplit d'une mélancolie. Un paysage d'hiver, figé par le froid, que le printemps fleuri réchauffe de ses doigts. D'un paysage d'été à celui d'automne, passant d'une nature aride à monotone. Ah, tant de choix de saison ou de météo
qui viendrait me changer l'aspect de mon tableau. Puis, il faut le choix de l'angle et du paysage, de biais, en plongée, de prairie ou de rivage. C'est bon, je l'ai trouvé mon inspiration. Aussitôt, je partais dans sa direction. C'était non loin de la mer, même près de la côte. Un endroit de Normandie qui avait la côte. Voici 3 semaines que je suis à Honfleur, afin de peindre son port, et non pas des fleurs. J'aime, puisque j'attends l'autre, écrit Roland Barthes dans les fragments du discours amoureux. Pour certains, l'attente est l'opportunité d'une découverte, celle de soi, à travers l'art, l'occasion d'y plonger les 2 bras jusqu'au coude. Journal de bord, une création de Johan Pouls. Le 14 mars dernier, Alain Bachung est mort, et le reste du monde a poursuivi son manège, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, le mois de juillet traîne ses bottes sur les boulevards d'une ville un peu plus rose qu'à l'accoutumée. La dalle du Capitole est une mare en fusion, épicentre volcanique qui répand ses langues bulleuses jusqu'à l'ombre des ruelles les plus étroites. L'air est statique, paresseux, hostile à toute forme d'activité organique. Le bateau est amarré rue des Rosiers, dans le quartier des Chalets. Rue des Rosiers avec un Z, allez savoir pourquoi. C'est incorrect, mais c'est joli, ce qui du reste est plus important. Le bateau est là, quelque part au 4e étage d'un ancien bâtiment. Il faut grimper jusqu'au 3e et faire jouer la clé dans la serrure d'une porte secrète qui donne sur le prolongement de l'escalier en colimaçon pour déboucher au centre de l'appartement sous les combles. Plancher d'époque, charpente nue, aucune cloison, si ce n'est le bloc salle de bain et toilette collé à la cage d'escalier et dont on peut faire le tour complet. L'appartement est un navire grinçant, vautré dans les toitures rousses et condamné à la vie sédentaire. Depuis l'hiver dernier, je suis à son bord, avec elle. Nous nous sommes tout d'abord découverts, puis désarmés, dans l'intimité boisée de ce grenier flottant. Ensuite, on a passé le plus clair de notre temps à baiser entre les repas et les expéditions de ravitaillement. C'était notre façon de célébrer la vie, avec appétit. Aujourd'hui, elle est partie. Je me balade à poil sur le pont, une bière déjà tiède à la main, je rôde, et elle n'est plus là. J'inspecte la voilure immobile, les cordages moussus, les canons, les solives. Je transpire comme un boxeur. Elle s'est barrée. Même pas envie de fumer avec cette chaleur de pute. Elle est partie pour 2 jours, 2 semaines, 2 millénaires. Je suis désormais le capitaine poisseux et solitaire d'un navire fantôme. L'océan est obscur, les dangers des profondeurs me guettent. Je picole pour diluer le sel des embruns. Son parfum est partout. Je vais crever ici, il faut faire quelque chose. 1 semaine passe. Je tourne en rond, toujours à poil, mais à présent très sale. J'ai retrouvé en fouillant une toile vierge que m'avait offerte mon parrain.
55 cm par 46 cm de coton blanc tendu sur une armature de bois. Je retourne le bateau pour déloger les tubes de peinture égarés et les pinceaux secs d'une vie passée. Il est 23h, 18 cigarillos et 5 bières de l'après-midi. Une excellente raison pour me verser une enjôleuse. Je laisse le sucre fondre à travers la cuillère, sous l'étreinte caustique de l'alcool. J'ajoute progressivement un volume d'eau fraîche en observant les noces troubles qui s'enchevêtrent dans mon verre. Puis, trouvant le sucre trop lent à se dissoudre, je saccage le tout comme un gougnafi avec ma cuillère. Je goûte le mélange. Parfait. J'allume un cigarillo, souffle la première bouffée en l'air et reporte mon attention sur la virginité rectangulaire posée par terre. Je me penche au-dessus un instant, pose mon cigarillo et déverse sur la toile, sans réfléchir, une copieuse éjaculation de pigments noirs. Puis vient le rouge. Je presse également le tube de bleu, comme on étranglerait un nouveau-né. Ça suffit. Je choisis le plus gros pinceau brosse de mon arsenal et entreprends de bousculer les couleurs sans but précis, juste pour le plaisir de voir l'alchimie des mélanges prendre vie. Au bout d'un moment, j'ai les 2 mains plongées dedans. Les pinceaux, c'est bon pour les bourgeois péteux. Je m'enivre du massacre pictural qui s'échauffe sous mes impulsions. Je manipule des poignées de viscères, avec fièvre, m'y perds peu à peu, ne m'arrêtant que pour fumer et aniser ma langue pâteuse. Mes élans premiers s'étant adoucis, je finis par reprendre les pinceaux. Les bourgeois péteux préfèrent certainement le couteau, de toute façon. Et puis, j'en ai marre de fumer des cigarillos à l'acrylique. Et puis, merde. Le lendemain, il y a dans le tableau une femme bleue, sans visage, la crinière blanche, un poignet sectionné. Il y a une fumée épaisse et veineuse, une fracture crânienne à l'arrière-plan et une formidable explosion de bidoche, tentaculaire. L'ensemble est plutôt sombre, mais je me sens bien. Je m'octroie une douche bouillante d'1h30, fais couler du café et allume un cigarillo. Je tire un banc sous le Vélux et me hisse dans le nid de pie. L'air matinal est une caresse salvatrice. Je respire, à nouveau. 2 semaines après son départ, elle est revenue, comme prévu. Moi, j'ai caché le tableau. Un peu moins d'1 année plus tard, estimant qu'il était achevé, je l'ai signé, en blanc. Un peu de culture. Pierre Cuminge nous présente le film Incendie de Denis Villeneuve, sorti en salle en 2010, adaptation cinématographique de la pièce du même nom de Wajdi Mouawad. Bonjour. Aujourd'hui, pour vous, dans l'écho des planches, je vais rapidement vous parler du film Incendie de Denis Villeneuve, sorti en 2010 et inspiré de l'histoire de Souha Fawa Bechara, qui fut militante de la résistance libanaise et qui fut emprisonnée à 20 ans pour une tentative d'assassinat envers Antoine Lade, général de l'armée du Liban du Sud. Histoire qui a aussi servi de trame théâtrale à un autre Libanais naturalisé canadien, Wadji Mouawad, que vous connaissez sûrement, sous le titre La femme qui chante en 2003. Dans ce film, vous retrouverez comme acteur Lobunia Azabal dans le rôle de la mère, qui va vous livrer une prestation plus que saisissante, déconcertante de naturel et d'émotion,
Maxime Godette dans Le Frère, Mélissa Desormeaux-Poulain dans le rôle de la sœur et Rémi Girard, le notaire. Suite au décès de leur mère, une mère qui est rentrée dans un mutisme total quelque temps avant son décès, par un choc et stupeur qui est celui de croiser par hasard un être cher dont personne n'a connaissance. Jeanne et Simon, ses enfants, qui sont des jumeaux, je le précise parce que c'est important de le prendre en compte, vont recevoir un testament où ils trouveront 2 lettres. Une destinée à un père, présumé mort, et une pour un frère dont ils ignoraient l'existence. Ils devront quitter Montréal pour parcourir le Liban pour réaliser les derniers vœux de leur mère, en retrouvant ces 2 membres de leur famille et leur adresser ces lettres. Dans ce voyage, ils vont découvrir une vie qui est bien loin de celle qu'ils ont connue et surtout un passé familial dont ils ne pouvaient soupçonner l'existence. Avec des allers-retours temporels entre l'enquête des jumeaux au présent et la vie de la mère dans le passé, on découvre une histoire bouleversante, avec la guerre du Liban entre les chrétiens et les musulmans, les conflits religieux, les meurtres sanglants, viols et autres horreurs. Il en ressortira des révélations extrêmement violentes pour les 4 personnages, la mère, les jumeaux et le frère. Je vous laisse découvrir le film pour trouver le père. Vous verrez qu'avec ce film, on cherche, on s'interroge constamment. Vous trouverez dans la qualité du récit, de l'action et de l'interprétation quelque chose de bouleversant et sublime à la fois, sans aucun doute. Finir en beauté avec une interview d'Audrey Hepburn, réalisée et interprétée par Nadia Matar. C'est véritablement un événement que l'arrivée d'Audrey Hepburn à Paris. Elle est mariée au charmant comédien Mel Ferrer et maman d'un petit garçon. Audrey Hepburn est devenue célèbre brusquement à travers son rôle dans Vacances romaines et enchaînée par la suite d'autres grands succès tels que Sabrina, Drôle de Frimousse et tout récemment Diamant sur canapé. Audrey Hepburn nous fait l'honneur de sa présence pour cette interview. Elle est aussi simple à la vie que dans ses films, aussi charmante et très élégante. Merci beaucoup pour cette introduction fort agréable. Permettez-moi de vous dire que vous parlez très bien français. C'est parce que vous êtes né à Bruxelles, j'imagine. J'espère que c'est la raison, oui. Dites-nous ce qui vous amène à Paris. Je suis venue ici pour la sortie du film Diamant sur canapé de Blake Edwards. C'est un film qui est sorti il y a quelques semaines à Paris, je crois. Oui, en effet, depuis quelques semaines, et toutes les jeunes filles se précipitent pour aller le voir. Parlez-nous un peu de ce film. Ce film relate la vie d'une prostituée qui fuit sa campagne natale pour mener une vie de demi-mondaine à New York, sauf qu'elle tombe sur un écrivain gigolo de la même condition qu'elle et qui est entretenu par une bourgeoise plus âgée. Il succombe à son charme, mais elle le considère comme un ami. C'est une sacrée croqueuse de diamants. J'ai entendu dire que ce rôle a été décliné par plusieurs actrices, dont notamment Marilyn Monroe. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'accepter? Quand le studio m'a proposé le rôle, je n'y croyais pas. J'ai tout de même lu le scénario en entier et j'ai décidé d'accepter. C'était quelque chose de nouveau à jouer. Il fallait que j'essaye. Et vous avez eu raison. Audrey, si vous voulez bien, nous allons revenir un peu sur votre carrière. Vous avez tourné dans un film qui a eu beaucoup de succès, un film de Jean Bayer. Oui, c'est ça. J'ai tourné Nous irons à Monte-Carlo pour Ray Ventura. Dites-moi, comment avez-vous débuté à l'écran? Est-ce le film de Jean Bayer qu'on vient d'évoquer ou est-ce parce que vous avez joué Gigi que William Wyler vous a remarqué? Non, c'était pas tout à fait comme ça. J'ai fait de très petits rôles
dans des films à Londres, en Angleterre. Et en même temps, je faisais du théâtre dansant pour les comédies musicales. Quelques temps après, j'ai tourné pour Ventura à Monte-Carlo. Et après, je suis rentrée à Londres 2-3 semaines pour des vacances. Et William Wyler était à Londres et cherchait quelqu'un pour son film. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui et il a fait un test de moi pour Roman Holidays, vacances romaines. Et le test a été favorable, bien heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres rôles que vous aimeriez jouer, d'autres personnages? Oui, j'aimerais beaucoup jouer Viola de Twelfth Night de Shakespeare. Vous savez peut-être faire un film. Audrey, vous avez marqué cette époque par l'incarnation d'un style particulier, chic et sophistiqué. Vous avez même inspiré le photographe de mode Richard Avedon. À qui devez-vous ce style? Je dois ce style à ma rencontre avec le couturier Hubert de Givenchy. Nous avons collaboré ensemble pour la première fois lors du tournage de Sabrina. Je suis très honorée d'être son égérie, son ambassadrice et surtout son amie. Enfin, dernière question pour terminer. Il me semble que vous avez rencontré Madame Colette lors du tournage Nous irons à Monte-Carlo. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose qui vous a touché? Est-ce qu'elle vous a dédicacé un livre ou est-ce qu'elle a... Oui, elle a dit quelque chose de très très joli que je garde dans mon cœur. Elle a écrit sur une photo d'elle parce qu'elle m'avait rencontrée à Monte-Carlo sur la plage. Elle a écrit sur la photo pour Audrey un trésor que j'ai trouvé sur la plage. Merci beaucoup Audrey pour cette interview. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà fini. Pour ce premier épisode, j'aimerais remercier Claire Boust, notre professeure et marraine de ce projet. Je voudrais aussi en profiter pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Pour participer au prochain podcast, n'hésitez pas à nous envoyer avant mercredi prochain vos lectures, vos exposés et vos créations sur notre boîte mail l'échodesplanches@gmail.com. Nous serons extrêmement heureux de les partager. C'était Clément Leroux, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vendredi prochain, c'est Émilie Kang qui vous accueillera. Je vous souhaite à tous un très beau week-end.